Bonjour, mon nom est Ève-Marie Girard. Je suis externe 1 à l'Université de Montréal. Je vous présente aujourd'hui un podcast qui traite des traumatismes crânio-cérébraux. Nous nous attarderons d'abord à leur physiopathologie afin de mieux comprendre leur prise en charge par la suite. Bien qu'il y ait de nombreux mécanismes qui puissent entraîner un traumatisme crânio-cérébral, retenons que les accidents qui impliquent des véhicules motorisés sont les principaux agents causaux chez les enfants et les jeunes adultes. Les personnes âgées souffriront plus souvent d'une telle blessure suite à une chute. D'autres étiologies fréquentes des traumatismes crânio-cérébraux incluent les traumas survenus dans un contexte sportif ou encore dans le contexte d'une bagarre et les blessures pénétrantes. Après un impact violent à la tête, deux problèmes principaux se développent. Le premier est une augmentation de la pression intracrânienne. Le volume intracrânien normal d'un adulte est d'environ 1500 ml, duquel le cerveau constitue 85 à 90 le volume sanguin intravasculaire cérébral 10 et le liquide céphalorachidien occupe l'espace restant, soit environ 3 du volume total. Un choc infligé à la boîte crânienne entraîne un œdème et parfois une hémorragie cérébrale, ce qui provoque une augmentation du volume du cerveau. Or, puisque la boîte crânienne est une cavité aux dimensions fixes, il survient alors une augmentation de la pression intracrânienne. Un des objectifs de traitement sera donc de diminuer la pression intracrânienne en réduisant le volume de l'un des trois constituants de la boîte crânienne. Une augmentation sévère de la pression intracrânienne est très dangereuse, car elle peut entraîner une ischémie et plus rarement une herniation cérébrale. Vous comprendrez mieux le lien entre la pression intracrânienne et l'ischémie dans quelques minutes. Le deuxième problème généré par un traumatisme crânio-cérébral est relié à la pression de perfusion cérébrale, c'est-à-dire la pression nette de sang acheminée au cerveau. Elle est déterminée par la différence entre la pression artérielle moyenne et la pression intracrânienne. Chez un individu en bonne santé, le flot sanguin cérébral est maintenu constant en présence d'une pression de perfusion cérébrale entre 50 et 150 mm de mercure. Ce phénomène est permis par un mécanisme d'autorégulation des artérioles qui peuvent se dilater ou se contracter afin de maintenir un flot sanguin constant tant et aussi longtemps que la pression de perfusion est entre 50 et 150 mm de mercure. Toutefois, ce mécanisme d'autorégulation est perturbé lorsque le cerveau subit une forte secousse. Le flot sanguin cérébral devient alors uniquement dépendant et proportionnel à la pression de perfusion cérébrale. Ainsi, si une diminution de la pression artérielle moyenne ou une augmentation de la pression intracrânienne survient, les zones atteintes du cerveau, et même potentiellement tout le cerveau, deviennent à risque de souffrir d'ischémie. Le traitement doit donc viser à prévenir une augmentation de la pression intracrânienne comme mentionné plus tôt, mais aussi une chute de la pression artérielle moyenne. Ajoutons que l'ischémie s'accompagne normalement d'une acidification tissulaire avec accumulation de lactate, deux conditions qui provoquent une vasodilatation cérébrale, une aggravation de l'œdème cérébral et une augmentation additionnelle de la pression intracrânienne. Il s'installe donc une boucle nocive qui doit absolument être interrompue. On divise les traumatismes crânio-cérébraux en deux catégories, soit 1, modéré à sévère, et 2, léger. Environ le 3/4 des patients ont des traumatismes légers, alors que le reste se retrouve dans le spectre modéré à sévère. Il est possible de discerner deux étapes pathophysiologiques au traumatisme modéré à sévère. Il survient d'abord une insulte cérébrale primaire, qui est le résultat direct du traumatisme. Il peut s'agir par exemple d'une contusion, d'un hématome, d'une lésion axonale diffuse ou encore d'une perte de la barrière hémato-encéphalique. Ensuite, il peut se développer une insulte secondaire qui constitue une série d'événements cellulaires délétères. On observe alors des débalancements ioniques et calciques, des dommages mitochondriaux, la production de radicaux libres et une activité enzymatique erratique qui mènent tous vers la nécrose cellulaire. Le développement d'une insulte secondaire survient dans le contexte d'une hypotension systémique, d'une hypoxie cérébrale, d'une pression intracrânienne élevée ou suite à des changements biochimiques découlant de traumatisme cérébral. L'un des objectifs de traitement sera donc de minimiser le développement de cette insulte secondaire. Quant à lui, le traumatisme crânio-cérébral léger, souvent appelé commotion cérébrale, est caractérisé par une dysfonction neurologique de durée variable sans lésion apparente à l'examen physique ou à l'imagerie. Ainsi, le désordre est plutôt d'ordre métabolique que structural. En effet, ce type de blessure est caractérisé par les mêmes débalancements chimiques que les traumatismes modérés à sévères, mais ceux-ci sont de moins grande magnitude.
Immédiatement après un traumatisme crânien, les priorités sont stabiliser la colonne cervicale, s'assurer que les voies respiratoires sont dégagées, que le patient respire et que la circulation sanguine est efficace. Lorsque le patient arrive à l'hôpital, il faut tenter de comprendre le mécanisme de la blessure afin de déterminer sa sévérité potentielle, le type de blessure et la possible présence de lésions extracrâniennes. Il est préférable de recueillir à la fois l'histoire du patient s'il est conscient et celle des témoins. L'examen neurologique débute par l'évaluation de l'état de conscience du patient à l'aide de l'échelle de Glasgow. Le score obtenu aide à déterminer la sévérité du traumatisme crânio-cérébral. Un score de Glasgow en bas de 9 augmente le risque d'aspiration et l'intubation est donc conseillée. On recherche ensuite une lésion crânienne ou cervicale. Finalement, on procède à une évaluation complète qui inclut A. Une évaluation du tronc cérébral via l'examen des pupilles, des mouvements oculaires, du réflexe cornéen et du gag reflex. B. Une évaluation motrice. C. Une évaluation sensitive. D. Une évaluation des réflexes périphériques. L'examen diagnostique de choix pour un traumatisme crânio-cérébral modéré à sévère est le CT scan. L'angiographie est parfois utilisée si l'on suspecte une lésion vasculaire. Le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral léger repose quant à lui essentiellement sur les symptômes rapportés par le patient ou les témoins. Attention, les symptômes peuvent toutefois prendre de quelques jours à quelques semaines pour se manifester. Les patients qui présentent une légère confusion, des nausées, des céphalées modérées et des étourdissements sont considérés comme ayant une commotion cérébrale légère à faible risque. Ces patients seront gardés à l'hôpital pour une courte période d'observation, puis ils pourront rentrer chez eux si un membre de leur entourage peut les superviser durant les prochains jours. À leur congé, on remet à ces patients un document explicatif sur les étapes de la reprise graduelle de leurs activités quotidiennes et sur les symptômes anormaux à surveiller. Les patients qui rapportent en plus des céphalées sévères et des vomissements persistants, une amnésie antérograde et une perte de conscience suite à leur accident ont une commotion cérébrale à risque moyen. Il est recommandé de leur faire passer un CT scan et de les garder sous observation pour un minimum de 8 heures. Si les résultats d'imagerie sont négatifs, ils pourront alors quitter l'hôpital sous supervision d'un proche, bien sûr. Le traitement des traumatismes crânio-cérébraux modérés à sévères est beaucoup plus élaboré. C'est le résultat du CT qui détermine la direction initiale que prend la prise en charge. Si une lésion opérable est vue à l'imagerie, on dirige le patient immédiatement en salle de chirurgie. Si aucune lésion opérable n'est détectée, on procède d'abord à une répression volumique afin de maintenir le patient euvolémique et même légèrement hypervolémique. Comme mentionné au début du podcast, cette manœuvre prévient l'ischémie cérébrale et le développement d'une insulte secondaire qui peuvent survenir en présence d'une hypotension systémique. Cependant, on ne veut pas que cette augmentation du volume intravasculaire cause une augmentation de la pression intracrânienne. Comme discuté précédemment, le meilleur moyen d'empêcher une augmentation de la pression intracrânienne est de faire diminuer le volume de l'un des 3 constituants du volume intracrânien, soit le sang, le liquide céphalorachidien et le cerveau. Pour réduire le volume sanguin cérébral, on recommande d'abord de relever la tête du patient à un angle de 30 degrés pour améliorer le drainage veineux. Maintenir le patient en hypocapnie en l'hyperventilant est une mesure qui vise à réduire le volume sanguin artériel en induisant une vasoconstriction artériolaire. Cette procédure est toutefois très controversée à l'heure actuelle puisqu'elle pourrait potentiellement causer plus de dommages que de bienfaits. Inclure une ventriculostomie dans la prise en charge a 2 avantages. D'abord, elle permet de placer une sonde intraparenchymateuse qui sert à monitorer de manière continue la pression intracrânienne. On vise à la maintenir entre 0 et 15 mm de mercure. Toutefois, cette intervention chirurgicale n'est requise que pour les patients qui ont un score de Glasgow plus bas que 9, ceux qui reçoivent une sédation prolongée pour une condition systémique et ceux qui subissent une anesthésie générale pour une chirurgie non neurologique. La ventriculostomie permet aussi le drainage d'une petite quantité de liquide céphalorachidien à chaque heure, ce qui contribue à faire diminuer la pression intracrânienne. Pour diminuer le volume du cerveau, on peut avoir recours à du mannitol 0,25 à 1 g par kilogramme, administré à chaque 4 à 6 heures. Le mannitol est un diurétique osmotique qui participe aussi à l'élimination des radicaux libres. Ainsi, il contribue à faire diminuer la pression intracrânienne et il aide à stopper l'installation d'une insulte secondaire.
On peut avoir recours à une thérapie métabolique pour faire diminuer le volume cérébral. Toutefois, une telle suppression métabolique est réservée comme traitement de dernier recours, puisqu'elle a de nombreux effets secondaires systémiques, comme la suppression myocardique. La classe de médicaments la plus utilisée pour ce type de thérapie est celle des barbituriques. Une autre thérapie de dernier recours pour faire diminuer la pression intracrânienne est la craniectomie de décompression. N'oublions pas que les patients dont la blessure cérébrale est survenue dans le contexte d'un trauma auront souvent besoin de sédation. Elle est particulièrement utile pour les patients qui sont agités, qui ont besoin d'être intubés et ceux qui ont des blessures multisystémiques très douloureuses. On préfère les agents de sédation à courte durée d'action afin de permettre une évaluation neurologique périodique. Ajoutons en dernier lieu un petit mot sur le traitement des blessures pénétrantes. Tout comme pour les traumatismes crânio-cérébraux fermés, il faut surveiller de près la pression intracrânienne. Toutefois, il faudra en plus procéder à un débridement chirurgical avec irrigation abondante de la lésion afin d'éviter une infection. Les complications neurologiques à surveiller au long terme suite à un traumatisme crânio-cérébral sont des déficits focaux ou globaux, des crises convulsives, des fistules de liquide céphalorachidien, des lésions vasculaires, des infections et la mort cérébrale. Le prognostic du traumatisme crânio-cérébral est très variable d'un patient à l'autre. Il est entre autres relié à l'intensité de la blessure. Il peut d'ailleurs être estimé grâce au score de Glasgow initial, la réponse pupillaire et l'âge du patient. Résumons brièvement ce que nous avons appris au cours des dernières minutes. Après avoir stabilisé le patient qui a subi un traumatisme crânio-cérébral, on effectue une évaluation de son score de Glasgow. Un examen neurologique et un CT scan s'est indiqué afin de déterminer l'ampleur des dommages. Selon les résultats obtenus, le patient pourra être traité de façon chirurgicale en plus d'un traitement médical, alors que les patients avec traumatisme léger n'auront pas à être hospitalisés. Ceux avec traumatisme modéré à grave recevront un régime thérapeutique extensif visant à contrôler le développement d'une hypertension intracrânienne, d'une ischémie cérébrale et d'une insulte secondaire. C'est ce qui conclut ce podcast. Je vous remercie de votre écoute.